Bonjour. Donc aujourd'hui, on va entamer le chapitre numéro 2. Ce chapitre va discuter le point essentiel suivant, c'est le point euh, qui va être destiné à l'intensité des champs électriques. Bien sûr, ce chapitre est divisé en quatre sessions. Donc aujourd'hui, on va entamer la session 1. Donc c'est une session si vous voulez, d'introduction. Dans cette session, vous allez apprendre ce qui suit. Donc en premier lieu, on va rappeler, si vous voulez, ce qui a été dit dans le chapitre 1. Les niveaux de tension pour la consommation, pour le transport et enfin pour la distribution de la puissance. On parlera aussi de l'isolation électrique et d'électrique. Ce sont là près les deux points essentiels pour cette session-là. Alors, pour les niveaux de tension, nous avons la basse tension, nous avons la moyenne tension, nous avons la haute tension, l'extra haute tension et l'ultra haute tension. Donc, si vous voulez, c'est une division des niveaux de tension, donc pour des valeurs entre lesquelles se trouve, si vous voulez, une différence flagrante entre les différents pays. Donc, cette amplitude exacte de ces niveaux, elle varie d'un pays à l'autre. Et par conséquent, donc, ce système de termes techniques pour les niveaux de tension est inapproprié. Donc, on ne peut pas, il n'est utilisé que pour dénommer, par exemple, les réseaux électriques. Donc, les réseaux électriques à basse tension, les réseaux électriques à basse tension, les réseaux électriques à moyenne tension, à haute tension, ainsi de suite. Donc, pour mieux surmonter cette petite lacune, ce petit problème, donc il serait donc un petit peu plus approprié de toujours mentionner le niveau de tension, c'est-à-dire la valeur de la tension, le niveau de la tension référencié sans aucune nomenclature définie, donc sans parler de basse tension ou de moyenne tension. Donc nous avons une tension de 20 kV, nous avons une tension de 220 volts, nous avons une tension de 800 kV, ainsi de suite. Donc là, on parlera des niveaux de tension. Donc ici, vous parlez donc de la valeur. Il faudrait mentionner, par exemple, un réseau à 220 volts, un réseau de 33, par exemple, kilovolts, 800 kilovolts, si vous voulez. Et là, ça évite un petit peu, ça évite un petit peu d'utiliser cette nomenclature qui est quand même assez différente et qui varie d'un pays à l'autre. Alors, le deuxième point qui est très essentiel, donc c'est de le mentionner, c'est qu'il est toujours important, il est très très important de comprendre séparément, premièrement, les capacités de transport du courant et de tension d'un conducteur. Donc, si vous avez un conducteur, quelles sont les capacités de transport en courant et en tension? Puisque le transport, ou bien la capacité de transport en courant, elle est déterminée par la conductivité des conducteurs. Et cette conductivité, elle est directement proportionnelle à la surface de la section transversale, ou bien la surface droite du conducteur. Tandis que la capacité de charge de la tension dépend du niveau d'isolation fourni au conducteur. Donc nous avons deux choses. Vous avez la capacité en courant. Donc là, c'est la conductivité sigma, et qui est bien sûr fonction de la surface transversale du conducteur. Et vous avez la capacité en tension, la capacité en tension qui est là, c'est l'isolation, donc c'est epsilon, enfin
si vous voulez, c'est l'isolation qu'on fournit au conducteur. Donc, elle dépend de cela. Donc, la capacité de transport de courant est à son tour déterminée par la température maximale admissible. Donc, il y a une certaine température maximale que l'isolant peut admettre, peut supporter, ou celle, que ce soit du côté isolant ou bien du côté conducteur. Donc, la perte de puissance qui est généralement I carré R, la vitesse de refroidissement, c'est deux paramètres, c'est-à-dire la puissance, c'est I au carré R, et la vitesse de refroidissement, donc il détermine l'élévation de température d'un conducteur. Et bien sûr, là, cette température du conducteur, elle ne doit pas dépasser la température maximale admissible du type d'isolation fourni sur le conducteur. Sinon, on va fusionner cette isolation. Donc, il est très important de souligner cela. C'est que la perte de puissance et la vitesse de refroidissement, ils vont déterminer quelle est l'élévation de température au conducteur. Cette élévation de température ne doit en aucun cas être supérieure ou dépasser, si vous voulez, la température maximale admissible du type d'isolation fourni au conducteur. Et là, ça nous amène donc par conséquent non seulement les propriétés électriques, mais aussi thermiques et mécaniques de l'isolation sont très importantes pour un système électrique. Donc, c'est à partir de là qu'on a que les propriétés électriques et les propriétés thermiques et aussi mécaniques de l'isolation sont importantes dans un système électrique. Donc on doit tenir compte de toutes ces propriétés-là, qu'elles soient électriques, thermiques ou mécaniques. Et alors, pour l'isolation électrique et d'électrique, nous avons celle-ci se divise en trois grandes catégories. Nous avons ce qu'on appelle les conducteurs gazeux. Ces conducteurs gazeux, généralement, sont très utilisés dans l'isolation électrique, parmi lesquels on cite l'air atmosphérique. L'air atmosphérique, donc c'est l'électrique le moins cher, il est abondant, il est presque à 0 dénar, et qui est le plus largement utilisé. Donc l'air atmosphérique, c'est l'électrique le moins cher qui existe et il est très largement, le plus largement utilisé. Bien après, d'autres électriques gazeux utilisés comme gaz comprimé. Bien sûr, quand on comprime le gaz, donc on utilise des pressions plus élevées que la pression atmosphérique. Donc bien sûr, là, dans le système, on peut les utiliser dans les systèmes d'alimentation. On peut utiliser, par exemple, l'azote, le SF6, l'hexafluorure de soufre. Et bien sûr, il y a d'autres mélanges. Donc, ces mélanges, donc le CO2, le N2. Donc, avec du CO2, avec du N2, ainsi de suite. Le SF6, donc, est très largement utilisé pour les systèmes isolés au gaz. C'est des systèmes isolés au gaz, donc GIS. Gas Insulated Substations. Donc, c'est les systèmes isolés, c'est les systèmes blindés, c'est les sous-stations blindées où on utilise des disjoncteurs à SF6, donc les disjoncteurs, les installations remplies de gaz, et bien sûr, même aussi des câbles. Donc, le SF6, vraiment, il est très utilisé actuellement. Mais il est plus cher que l'air atmosphérique du moment qu'on doit le produire. Donc, le produire d'une manière artificielle. Et d'autant plus que ce gaz, actuellement, on assiste à son utilisation dans les transformateurs de puissance. Donc, dans le transformateur de puissance. Donc quand même, il est en train de gagner du terrain. Ça, c'est pour l'isolation gazeuse. Il y a aussi, il est considéré comme un gaz aussi, c'est le vide. Le vide,
Le vide, un vide donc de l'ordre de 10 puissance moins 5 torr et moins fournit une excellente isolation électrique. Donc, ça, un vide donc, de 10 puissance moins 5 torr et moins, donc peut-être on a 10 moins 6 peut-être, 10 puissance moins 7, ainsi de suite, il fournit une excellente isolation électrique. Donc la technologie des vides est développée, elle a été développée et appliquée pour les disjoncteurs au cours des 3 dernières décennies et est un phénomène. Donc on l'a utilisé. Nous avons d'ailleurs des disjoncteurs à vide, donc ils travaillent dans le vide et bien sûr ils constituent donc une excellente isolation électrique. Alors, la deuxième catégorie, généralement, c'est généralement adopté, c'est les électriques liquides. Donc, nous avons les liquides organiques, nous avons les huiles minérales isolantes, et bien sûr, il y a aussi les composés d'imprégnation, qu'elles soient naturelles ou synthétiques. Ils ont des propriétés physiques, chimiques et électriques requises, sont très largement utilisés dans le transformateur. Donc, le premier domaine d'utilisation de ces électriques liquides, les huiles minérales, les isolantes, les composés d'imprégnation, les isolations synthétiques de propriétés physiques, chimiques, bien sûr, sont vraiment très utilisés dans les transformateurs. Aussi, on les trouve dans les condensateurs et même dans les câbles et les disjoncteurs. Donc, les électriques liquides, les disjoncteurs dans l'huile, donc on peut utiliser ce genre d'électrique dans ces composants. Enfin, la dernière catégorie, et je termine là cette petite introduction sur l'intensité des champs électriques, c'est que nous avons des électriques solides. Ces électriques solides on a un très grand nombre. Ils sont en nombre très très important, pardon. Je vais essayer d'effacer cela. Un très grand nombre d'électriques solides. Bon, ici on a donné une petite liste de ceux les plus largement utilisés. Nous avons le XLPE, nous avons le PVC, la céramique, nous avons le verre, le caoutchouc, la résine, les plastiques. Bien sûr, les plastiques, il y a des plastiques pour renforcer, les polypropylènes, les papiers imprégnés, le bois, le coton, la mica, les panneaux pressés, la bakélite, le plexiglas, les bonnets, le téflon, tout ça, cette liste-là sont considérés comme des électriques solides. Ils sont vraiment pour moi que nous avons un très grand nombre. Donc l'utilisation des électriques solides possède quand même un large domaine d'utilisation. Et donc au fur et à mesure avec l'avancement de ce cours, on parlera donc de ce genre d'électrique. Donc ici je termine ma présentation sur cette petite, si vous voulez, introduction, cette petite section introductive bien sûr au chapitre 2 qui est consacré, je le rappelle, consacré à l'intensité des champs électriques. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.